J'accuse les dirigeants du Parti communiste chinois du pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, la déportation et l'éradication du peuple ouïghour. J'accuse les patrons cupides de Nike, de Zara et de tant d'autres multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple. J'accuse les dirigeants européens de lâcheté et de veulerie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à vous, Raphaël Glucksmann. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes l'association Forum EM Lyon, donc la tribune étudiante de l'EM Lyon Business School. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour échanger ce soir sur le grand thème de la cause ouïghour avec plusieurs axes. Nous allons aborder des aspects historiques, mais en même temps les enjeux, les actions, les moyens concrets de diffuser, de parler et d'échanger de cette problématique autour de la cause ouïghour. Nous allons échanger pendant à peu près 1 heure. N'hésitez pas, chers auditeurs, tout au long de ces échanges, à poser vos questions directement dans le chat de la vidéo. Nous prendrons un temps en fin de vidéo pour échanger avec Raphaël Glucksmann à l'aide de vos questions et remonter vos interrogations, vos remarques, tout ce qui vous passe par la tête. Nous serons donc 2 avec Anna à poser les questions, à échanger avec vous. Et tout de suite, d'abord, je vais laisser la parole à Arthur qui va nous présenter votre parcours. Raphaël Glucksmann nous parlera donc aujourd'hui de la cause ouïghour, une cause qu'il défend corps et âme, si bien qu'il est désormais persona non grata en Chine, pays qu'il accuse, je cite, de porter gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et de propager des mensonges et de la désinformation. Mais laissons un instant de côté cette actualité brûlante et revenons sur son parcours intellectuel et politique. Dès Henri IV à Sciences Po Paris, impossible de ne pas affirmer que le jeune Raphaël était un jeune anti-système, voire un rebelle. Mais un rebelle qui s'est nourri très jeune de rencontres privilégiées avec des dissidents politiques du monde entier. En effet, il voyait défiler au domicile familial des réfugiés politiques proches des réseaux de ses parents, Glux et Fanfan, comme il les appelle, qui lui ont donné goût à la philosophie et à la politique française et internationale. La vie de Raphaël Glucksmann est faite de plusieurs engagements. Un premier engagement majeur qui le fait connaître est la réalisation d'un documentaire sur le Rwanda en 2004, 10 ans après le génocide. Il s'engage ensuite à l'est de l'Europe, en Géorgie, où il devient conseiller du président. Il se veut être le porte-voix de l'atlantisme en Géorgie, qui lui doit beaucoup dans ce positionnement stratégique. Raphaël Glucksmann est en effet longtemps proche des mouvements atlantistes et par extension des pensées néoconservatrices et libérales. Il mettra du temps à se défaire de cette idéologie et a rompu récemment avec elle en sortant en 2018 son essai « Les enfants du vide », dans lequel il s'emploie à une fervente critique des conséquences de l'ultralibéralisme, comme l'individualisme à outrance et la rupture des liens entre les individus. Ce cheminement intellectuel pour le moins étrange lui vaudra de nombreuses moqueries, à gauche comme à droite de l'échiquier politique. Raphaël Glucksmann est revenu en France en 2013, à l'heure où l'Hexagone est rapidement touché par le terrorisme islamiste. Les Français se cherchent alors sur ce qui les rassemble, et Raphaël Glucksmann est de plus en plus en vue sur les plateaux de télévision, où il défend humanisme et progressisme. Il devient rapidement un des intellectuels préférés des Français. Mais il refuse toutefois cette étiquette et s'engage pleinement en politique en octobre 2018. Avec en ligne de mire les élections européennes et la volonté jamais abandonnée de réunir la gauche, Raphaël Glucksmann cofonde le mouvement Place Publique. Place Publique présente une liste commune avec le PS et Nouvelle Donne aux européennes de 2019. Et Raphaël Glucksmann est élu député européen, aux côtés de 4 de ses colistiers, dont Pierre Larouturou, que nous recevions à la même période l'an dernier. Il siège donc au Parlement européen, où il occupe les postes de vice-président de la sous-commission des droits de l'homme et de président de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union. S'il s'emploie à faire un état des lieux des ingérences, notamment russes et chinoises, au sein de cette dernière commission, c'est bien dans le cadre de la première que Raphaël Glucksmann a pour mission de documenter la situation des droits de l'homme à travers le monde. C'est ainsi avec son statut de membre de cette sous-commission qu'il interpellait en décembre dernier les dirigeants politiques européens en les accusant de lâcheté et de veulerie au vu de leur manque de volonté politique d'exhorter le gouvernement chinois à fermer les camps du Xinjiang.
Raphaël Glucksmann a toujours cherché à se rendre là où, je cite, la politique est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, force est de constater qu'il est obligé de mener son combat à distance, car il ne peut plus se rendre dans la région concernée par sa lutte. Il n'en perd pour autant pas moins sa hargne et qu'il a poussé toute sa vie à ne pas être coupable de ce qu'il nomme le crime d'indifférence. C'est cette obsession qui le guide et qu'il souhaite nous faire partager ce soir avec cette conférence qui portera sur le sort des Ouïghours dans le Xinjiang. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Monsieur Glucksmann, si vous voulez réagir sur la présentation. Votre micro est coupé. Ok, pourtant ça fait 1 an que je fais des Zooms, mais j'oublie tout le temps d'allumer mon micro. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour la présentation. Tout est plus ou moins vrai, sauf sur le néoconservatisme, parce que j'ai jamais été néoconservateur. Je sais que c'est une légende qui circule. Par contre, ce qui est vrai, c'est mon évolution dans le rapport au libéralisme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans mes livres d'ailleurs, qui est que moi, j'ai grandi dans cette idée justement des droits humains et avec un rapport libéral au monde. Et j'ai compris en fait assez lentement, au fur et à mesure de mes enquêtes, de mes expériences de vie, qu'en fait, ce rapport libéral au monde, il était non seulement insuffisant, mais il était même contre-productif en matière de droits humains, puisqu'en réalité, la mondialisation et la globalisation ont sapé complètement les fondements des démocraties dites libérales et les ont affaiblis de telle manière en faisant exploser les inégalités, en supprimant les appareils industriels de nos pays, de telle manière qu'en réalité, cette globalisation s'est retournée contre l'idée même de liberté. Et que ça, le logiciel libéral ne pouvait absolument pas l'anticiper, voire même le masquait, le voilait et empêchait de le voir. Et donc ça, c'est une évolution qui est vraie, par contre, dans ma pensée. Et non, voilà, sinon, je suis pas le seul, malheureusement, à pas pouvoir aller dans la région des Ouïghours, puisque de toute façon, un blackout total était organisé, et que même avant d'être sanctionné par le régime chinois, toutes nos demandes de visite ont été rejetées. C'est-à-dire que finalement, le fait d'être sanctionné change peu. J'avais déjà pas le droit d'y aller. Donc, voilà. Mais c'est sinon le portrait est plutôt vrai. Une chose que je voudrais dire juste avant qu'on rentre dans la discussion, c'est que cet acharnement sur les droits humains, c'est pas juste une question éthique. C'est la conviction profonde, en fait, que nos intérêts à long terme, parce que c'est pas un mot tabou chez moi, on a des intérêts à long terme en tant que citoyen européen. Nos intérêts à long terme et nos principes se rejoignent et s'épousent. Je suis convaincu qu'en fait, promouvoir les droits humains, avoir une politique cohérente sur les droits de l'homme, ça correspond à nos intérêts à long terme. Et ce que je voudrais, moi, c'est que l'Europe puisse émerger en tant que puissance, qu'on puisse avoir notre mot à dire dans le monde. Et que pour cela, il faut les deux choses, c'est-à-dire une compréhension claire des intérêts à long terme. Mais les intérêts à long terme, c'est très différent des intérêts à court terme de Volkswagen ou de Zara. Les intérêts à long terme de nos économies, de nos appareils productifs, de nos producteurs, de nos citoyens, c'est pas la même chose que les intérêts immédiats des actionnaires des grandes boîtes. Et que nos intérêts à long terme et nos principes se rejoignent, et c'est ça qui fait la politique. D'accord, merci. On aimerait commencer le sujet pour que tout le monde comprenne, en vous demandant pourquoi les Ouïghours sont-ils au cœur des politiques discriminatoires chinoises, alors qu'il y a des dizaines d'autres ethnies qui vivent aujourd'hui en Chine. En fait, il y a pas en Chine de haine particulière des autres ethnies, il y a le refus de toute population qui a tendance à former un peuple. Et c'était vrai des Tibétains, et c'est vrai aujourd'hui des Ouïghours. Et donc, ce que le gouvernement chinois entend mater en éradiquant la nation ouïghour, c'est la capacité d'une population en Chine à se reconnaître dans autre chose que dans le modèle dominant Han du Parti communiste chinois. Et donc, il y a une spécificité des peuples tibétains et ouïghours dans la répression, parce qu'en fait, c'était plus formé en tant que peuple. Et d'autre part, pour les Ouïghours, il y a une autre raison, c'est que la région des Ouïghours
est un carrefour de communication absolument essentiel pour le grand plan chinois qui est la route de la soie. Et en fait, il fallait, dans la logique du Parti communiste chinois, éradiquer toute forme de potentielle division dans cette région pour pouvoir en faire une base de la conquête de l'Asie centrale et derrière l'Asie centrale de l'Europe. Et donc, ce grand plan-là supposait l'anéantissement de toute volonté rebelle dans la région des Ouïghours. Et c'est ça qui fait qu'en 2016 commence la politique concentrationnaire. Parce qu'il y a toujours eu des discriminations, mais ça s'est transformé en politique concentrationnaire de déportation systématique à partir de 2016. Et d'ailleurs, juste pour noter l'équivalence avec le Tibet, c'est qu'en fait, c'est le même homme qui a mené la répression des Tibétains, qui était secrétaire général du Parti communiste chinois au Tibet, Chen Quanguo, qui a été envoyé quand Xi Jinping, le premier chinois, décide de réprimer les Ouïghours de manière systématique. Il envoie Chen Quanguo devenir secrétaire général du Parti communiste du Xinjiang, la région des Ouïghours. Et c'est cet homme qui va construire le système concentrationnaire dans la région. Pour bien poser les termes un peu du débat et de ce qu'on va utiliser, est-ce que, selon vous, on peut parler du mot de génocide pour parler de ce que subissent aujourd'hui les Ouïghours? L'Observatoire, par exemple, Human Rights Watch, parle d'un crime contre l'humanité, mais pas de génocide. Vous revenez souvent sur cette sémantique. Est-ce que votre position a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez ce mot? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je fais extrêmement attention aux mots que j'emploie. Il y a clairement un crime contre l'humanité qui vise les Ouïghours et d'ailleurs les autres minorités turciques aussi de la région. Il y a peut-être un génocide en cours. Il y a les éléments constitutifs du génocide selon la charte de 1948. Il y a des éléments de cela, le contrôle forcé des naissances via la stérilisation massive des femmes, la déportation de population, la réduction des salaires, tout ça fait partie du crime de génocide. Après, moi, je fais attention parce que je ne voudrais pas que le débat porte sur le terme au lieu de porter sur le crime. Et donc, ce que j'essaye de dire, de montrer, c'est que, en fait, le fait qu'il y ait un génocide qui se réalise de manière complète ou pas, ça dépend de nous. Ça dépend on n'est pas là en 1944 en Europe où le génocide des Juifs a été accompli. On est bien avant dans une situation où une population est parquée dans des camps, réduite en esclavage ou déplacée à travers la Chine, brisée. On cherche à éradiquer sa langue, éradiquer sa culture, éradiquer son existence en tant que peuple, mais pas encore à exterminer les individus. Et donc, ça dépend de nous, en fait. Ça dépend du niveau de réaction dans le monde. Ça dépend des pressions qui sont exercées sur Pékin. Ça dépend de l'action ou de l'inaction de nos gouvernants. De savoir si, dans 20 ans, il y aura encore des Ouïghours ou pas. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'on n'a pas besoin, mais ça, je comprends tout à fait pourquoi d'autres l'utilisent, hein, c'est pas la question. Moi, je fais attention, je suis sur la position d'Human Rights Watch là-dessus. Je pense que crime contre l'humanité, déjà, c'est un mot qui devrait faire réagir l'humanité tout entière. Et quand on dit crime contre l'humanité, je tiens à le préciser, on ne parle pas de violation des droits humains. Parce que des violations des droits humains, il y en a dans tous les pays. Enfin, pas dans tous les pays, mais dans un grand nombre de pays. Moi, à la sous-commission des droits humains, vous savez pas le nombre de rapports qu'on a sur les exactions, les oppressions, les arrestations arbitraires. Et vous prenez juste cette semaine entre la Palestine, la Colombie, les morts, il y en a partout. Les violations des droits humains, il y en a partout. Et ce que j'aimerais faire comprendre, c'est qu'en fait, là, il y a un phénomène qui n'existe pas partout, c'est pas vrai, et qui est d'une nature différente, et qui est la mise en camp de concentration d'un peuple, cette déportation, le fait que on parle non pas de dizaines de morts ou de centaines, mais on parle de millions de personnes détenues de manière arbitraire. On parle de centaines de milliers de femmes qui sont stérilisées de force. On a une politique systématique d'encagement et d'oppression d'un peuple qui ne se retrouve pas partout et qui est clairement un crime contre l'humanité.
Et des crimes contre l'humanité, ça suppose une réaction de l'humanité. Et là, par contre, c'est là où le bas blesse, mais je pense qu'on reviendra là-dessus. Mais pour qu'il y ait une réaction donc, dans l'humanité, encore aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de l'existence de ce crime contre l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Avec quelle source, notamment vu que tout se déroule dans le plus grand secret en Chine? Déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a souvent dit les gens qui sortent des camps, c'est indicible. Ça, c'est pareil. Il y a des rescapés et ils parlent. D'ailleurs, ce sont des femmes. Elles parlent des viols systématiques. Elles parlent des exécutions. Elles parlent des réductions en esclavage. Donc, il y a tous les gens qui sont sortis des camps et qui ont fui la Chine et qui parlent. Et ça, des témoignages, j'en ai des dizaines. Ensuite, il y a les données officielles chinoises. Et il y a un chercheur, par exemple, Adrian Zenz, aux États-Unis, qui base tout son travail sur la compilation des données chinoises. Et en fait, on a un régime qui est quand même ultra organisé, qui note tout, qui note la création des camps. Alors, ils appelleront pas ça des camps de concentration, ils appelleront ça des centres de rééducation, par exemple. Mais tout est quantifié, tout est archivé, tout est plein de données. On sait le nombre de gens qui sont transférés d'une prison à une autre. On sait quand on fait le lien entre les témoignages et les données, ce qui se passe dans ces prisons et combien de gens ça touche. Il y a les photos, il y a les vidéos. Il y a énormément de données. Il y a les témoignages des médecins qui ont collecté les organes sur les détenus ouïghours pour ensuite les vendre, pour qu'ensuite la Chine puisse les vendre à des étrangers même qui se font transplanter des organes. Et donc, tout ça, c'est des informations que nous, on a collectées, mais qui sont disponibles. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est ce qui a précipité, en fait, mon engagement, c'est que ces informations, elles existent. Et en fait, personne ne se penche pour les ramasser. Parce que, a priori, les gens ne s'y intéressaient pas. En tout cas, c'était ce que décrétaient et nos élites politiques et nos élites médiatiques. C'est-à-dire qu'il y avait ce présupposé d'indifférence qui faisait que l'information disponible n'était pas mise dans le domaine public. Et quand on avait été directeur de rédaction d'un journal, on répondait à son journaliste qui connaissait la région et qui disait, mais il se passe vraiment quelque chose d'horrible. Oui, certes, mais ça n'intéressera personne. Et la même chose, quand on était dirigeant d'un parti politique et que des gens venaient me voir en disant, regardez ce qui se passe. Oui, certes, mais ça n'intéressera pas les électeurs. Et ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a réussi en partie à faire, c'était montrer que justement ça intéressait les gens et que ces informations disponibles, elles seraient partagées par les gens eux-mêmes, à défaut de l'être d'abord par les grands médias. Et c'est donc un processus à l'inverse. Mais les informations, elles sont là. Vous nous expliquez aussi qu'il y a un rôle de lanceur d'alerte très important dans votre combat, mais qui est à destination du coup plutôt de personnes européennes ou plus largement sur les réseaux sociaux. On voit que vos prises de position sont très suivies. Qu'en est-il des citoyens chinois? Comment échanger avec eux? Est-ce que vous arrivez à avoir cette discussion avec eux? Est-ce que même des Chinois en France, la communauté chinoise en Europe, est-ce que c'est des choses qui sont possibles et entendables par eux? Il y a une différence. C'est tout à fait possible avec les gens qui sont chinois et qui vivent en Europe. Par contre, en Chine, c'est extrêmement compliqué. On peut encore échanger avec les gens à Hong Kong, par exemple, parce qu'il y a pour l'instant, et ça va s'inverser, un espace de liberté de communication externe. Mais en Chine, vous savez, faut comprendre, et c'est difficile quand on a grandi en France, dans une démocratie, mais il faut comprendre ce que c'est qu'une vraie dictature, pas un régime autoritaire, une dictature totale. Qu'est-ce que c'est une dictature totale? C'est un régime qui contrôle l'ensemble de vos communications. Et donc, vous n'interagissez évidemment pas avec Raphaël Glucksmann, qui est perçu comme un ennemi de la Chine, mais vous n'interagissez même pas avec un journaliste occidental, et vous n'interagissez avec personne pour discuter de politique. Il y a des mots qui disparaissent, qui n'existent pas. Vous êtes un citoyen chinois lambda, vous ne parlez pas avec un étranger des Ouïghours. Tout ça ou alors pour répéter la propagande officielle que tout va bien et il n'y a pas de problème. Mais savoir réellement ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent et ce qu'ils ressentent, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et c'est tout le problème. Quand on dit qu'un régime comme ça est populaire, mais en fait, on n'en sait rien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de base pour vous expliquer qu'il y a une grande révolte contre le gouvernement chinois en Chine. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des grèves, qu'il y a des répressions, qu'il y a tout ça, mais
mais je ne sais pas quel est le taux d'adhésion de la population. En fait, personne ne le sait en réalité. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'on est vraiment, non pas dans un régime autoritaire avec des violences policières, on est dans un système de répression tel que c'est Orwell. C'est-à-dire que, enfin, c'est Orwell, mais c'est aussi le passé. Enfin, c'est un régime communiste comme il y en avait au XXe siècle, où vous auriez été bien en peine de savoir ce que pensait la population russe sous Staline. Oui, vous parlez dans plusieurs de vos interviews de dystopie orwellienne pour justement expliquer toute cette surveillance que subissent les Chinois et plus précisément les Ouïghours. Si j'avais une autre question plus en tant que responsable politique, la Chine, dans la préparation de cet entretien, on a regardé un peu quelles étaient les motivations chinoises et telles qu'elles étaient présentées. De ce qu'on a compris, et dites-nous si on se trompe, mais la Chine vise à travers cette politique à unifier sa population, à vraiment faire un modèle unique, et les Ouïghours sont par leur nature, leur religion, leur origine, sont contre ce modèle majoritaire et voulu par le régime chinois. Quel regard portez-vous sur cette politique de façon très générale? Bien. En fait, c'est même pas que les Ouïghours sont contre, c'est qu'on leur laisse même pas le choix pour ou contre. Il y a leur existence même en tant que nation, en tant qu'identité, en tant que culture, en tant que religion, est perçue par le pouvoir central comme une menace à ce projet unificateur. Mais ce projet unificateur, il n'est pas simplement unificateur à l'intérieur, il est aussi un projet de puissance externe. Et c'est pour ça que c'est lié aux routes de la soie. C'est pas simplement unifier l'ensemble des citoyens qui habitent sur la terre de Chine, c'est au-delà de ça, en faire une arme de conquête vers l'extérieur. Et donc toute la propagande nationaliste, elle est absolument fascinante en Chine. Il y a moi, je m'intéresse vraiment à ce modèle politique. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est l'invalidation de tout ce qu'on m'a appris quand j'étais à Sciences Po. C'est-à-dire que quand j'étais à Sciences Po, on me disait que voilà, vous avez un pays, vous vous ouvrez au commerce, nécessairement vous vous enrichissez, donc nécessairement émerge une classe moyenne, donc nécessairement, eh bien, vous devenez une démocratie puisqu'il y a des revendications de liberté politique qui suivent la liberté économique. En gros, vous vous ouvrez au commerce, et vous vous ouvrez aussi aux droits humains et fatalement, vous devenez démocratique. Là, on a un régime qui s'est ouvert économiquement parlant. On a un pays qui est devenu pivot dans le commerce international. On a un enrichissement, des centaines de millions de gens qui sortent de la misère, une classe moyenne qui émerge. Donc, de ce point de vue-là, c'est une grande réussite, le modèle chinois. Et on a tout le contraire d'une ouverture politique ou d'une évolution vers la démocratie et les droits humains. On a, au contraire, un glissement vers le nationalisme et le totalitarisme le plus féroce. Sous Hu Jintao, les Chinois étaient plus libres que sous Xi Jinping. Donc, en fait, on va dans le sens complètement inverse. Et donc, tout ce qu'on nous a raconté sur la Terre qui allait s'aplanir grâce à la globalisation et qui, en gros, connaîtrait la fin de l'histoire grâce à la généralisation du commerce, tout ça, c'était des balivernes. C'était profondément faux. On peut à la fois s'ouvrir au commerce et rester profondément autoritaire ou même accroître son autoritarisme. Et ce régime-là, c'est un régime hybride qui mixe les grandes idéologies qui sont affrontées au cours du XXe siècle. C'est ça qui est assez fascinant. Il y a le communisme, donc le Parti communiste chinois, qui est l'héritier des vieux partis communistes, qui installe un régime autoritaire à la soviétique. Il y a des éléments de nationalisme exacerbés dont les Ouïghours font les frais. C'est toutes les nations qui refusent d'obtempérer à ce grand projet national chinois sont écrasées. Et il y a des aspects ultra-capitalistes, puisque la Chine, c'est aussi le royaume du capitalisme le plus débridé. Donc, en fait, ils mixent les trois idéologies qui se sont affrontées au cours du XXe siècle en un seul régime. Et le problème qui se pose, c'est que ce régime-là fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à quelque chose qui tient de briquet de broc, ça marche. Et donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est que c'est un contre-modèle pour l'avenir. C'est vraiment un choix de société et de vision du monde. C'est-à-dire que quand vous dites dystopie, en ce temps, c'est vraiment une dystopie. Dans le Xinjiang, c'est pas un truc d'archaïsme ce qui se passe. C'est
des codes barres sur les maisons avec les flics qui passent et qui, en scannant le code barre, savent combien il y a de personnes dans la maison, s'ils font la prière, s'ils boivent du vin, s'ils ont eu des propos contre le parti, s'ils sont des bons adorateurs de Xi Jinping ou pas. Et en réalité, un système de surveillance de l'homme qui devient tellement envahissant qu'il n'y a même plus un espace dans vos toilettes pour échapper au contrôle de l'État, quoi. Donc, moi, j'ai juste une institution qui résume toute la perversion de ce système, c'est l'institution dite des cousins, où en fait, quand par exemple un homme est déporté, et ben dans la famille, il est remplacé par un cousin qui est un responsable du Parti communiste chinois qui vient chez vous et qui dort dans votre lit, qui peut vous violer et qu'en plus vous devez appeler cousin. Vous vous rendez compte de la perversion orwellienne du truc, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes censé appeler votre bourreau cousin, quoi. Et ça, pour moi, c'est un modèle politique qui est fondé sur l'antithèse de nos démocraties et qui malheureusement fonctionne et qui donc peut devenir un modèle qui s'exporte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'affirmation de régimes autoritaires qui prennent exemple sur la Chine en disant, enfin, regardez, ça marche en Chine, l'Occident est en plein déclin et nous avons un nouveau modèle de développement qui va nous sortir de la misère sans tomber dans le chaos démocratique. Et justement, à propos des échanges commerciaux, le 4 mai dernier, la Commission européenne a suspendu les démarches de ratification de l'accord d'investissement avec la Chine, et vous avez qualifié ça de victoire immense. Donc, on voulait savoir de quoi cela était-il les conséquences, parce qu'il y a quand même une très longue inaction. Donc, comment expliquer ce retournement? En fait, il s'explique de manière assez basique, c'est que je crois qu'ils avaient compris qu'ils allaient perdre le vote au Parlement européen, et que comme un accord peut pas entrer en force si le Parlement ne le ratifie pas, là on avait réussi à force de mobilisation, grâce aussi aux contre-sanctions de la Chine qui nous visaient et qui visaient les institutions du Parlement en tant que telles, puisque la sous-commission des droits de l'homme dans son entièreté a été sanctionnée par le régime chinois. On avait réussi à construire un moment comme ça où l'accord allait passer à la trappe. Et donc ils ont anticipé le truc en disant bon, on va arrêter de pousser pour qu'il soit ratifié parce que finalement, ça risque d'être très compliqué d'obtenir sa ratification. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur le moment où le CAI a été signé et décidé. Parce que l'accord, en fait, il n'est même pas fini. Enfin, c'est vraiment du travail ultra bâclé. Ça fait 7 ans qu'il y avait des négociations. 2 mois avant la signature de l'accord d'investissement avec la Chine, on reçoit la négociatrice en chef de l'Union européenne, parce que je suis aussi dans la commission commerce, en commission commerce internationale. Et donc, elle nous dit absolument pas qu'elle va signer le document. Et tout d'un coup, à la fin de l'année, là, on est en vacances, le 29 décembre, on est convoqué pour une session urgente du Parlement de la commission commerce du Parlement sur la signature de l'accord d'investissement avec la Chine. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'à la fin, il y a eu une décision politique, même si le texte était absolument pas prêt, il y avait aucun engagement des Chinois sur le moindre travail forcé ou quoi que ce soit. Et la décision politique a été prise par Merkel et ses amis de signer le texte quoi qu'il arrive, pas pour faire plaisir à Volkswagen, à Siemens, à toutes les grandes entreprises qui sont tellement liées avec la Chine, à la fois en amont à travers la production, puisqu'ils produisent en Chine, et en aval, puisque c'est devenu le marché en plein boom, et que par exemple Volkswagen vend 40% de ses voitures en Chine. Ces entreprises sont devenues tellement liées à la Chine, c'est la Chine qui leur permet les marges et qui leur permet de verser des dividendes à leurs actionnaires, et donc elles sont devenues des ambassadrices des intérêts chinois dans le débat européen. Et ça pose un problème dingue. Parce qu'en réalité, au Parlement européen, nous, on croise jamais de lobbyistes du gouvernement chinois. On peut croiser des lobbyistes du gouvernement marocain ou du gouvernement turc, mais jamais du gouvernement qatari, jamais du gouvernement chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. C'est tellement imbriqué avec les grandes boîtes européennes que ce sont ces grandes boîtes européennes qui font le travail de lobbying pour le gouvernement chinois. Et donc, nous, nos interlocuteurs, quand on décide de sanctions ou de mesures commerciales, eh bien, ce sont des représentants de Zara et de Volkswagen. C'est pas les représentants du gouvernement chinois. Et donc, il y a là la clé, en fait, du débat sur la Chine. C'est un débat aussi sur notre modèle économique, sur notre rapport à la globalisation, sur les intérêts à long terme des peuples européens versus les intérêts à court terme des grandes boîtes européennes.
sont liées à la Chine. Pas toutes, hein, mais il y en a pas mal qui sont liées à la Chine. Vous nous parlez là des lobbyistes du coup plus d'industriels, mais dans votre communication, notamment suite à la non-adoption donc de cet accord européen, vous parliez aussi de lobbyistes du gouvernement allemand en disant que les Allemands étaient très favorables à ce traité avec la Chine. Comment ça se passe dans ces conditions-là au Parlement? Est-ce que il y a des collègues allemands qui se retrouvent complètement pris? Est-ce que vous pensez que il y a une action qui est réalisable concrètement? On dit toujours que le Parlement européen pas tellement de pouvoir. Là, vous avez montré une facette contraire. Mais en fait, le seul sujet sur lequel le Parlement a vraiment un pouvoir souverain, c'est les affaires commerciales. Parce que c'est une compétence européenne. Sinon, la réalité du pouvoir en Europe, faut pas se leurrer, elle est d'abord dans les États-nations. C'est les capitales. Donc, la politique extérieure vis-à-vis de la Chine, par exemple, elle sera d'abord définie à Berlin et Paris avant d'être définie à Bruxelles. Mais sur les sur les questions commerciales, il y a une souveraineté européenne et il y a une souveraineté du Parlement européen qui peut refuser toute forme, tout accord de libre-échange, tout accord d'investissement ou toute politique commerciale. Et donc, c'est pour ça que le cœur du pouvoir au Parlement européen, c'est la Commission commerce internationale. Et là, ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'en fait, le Parlement pouvait imposer un agenda politique. Face à nous, quand on a fait ça, se sont dressés les intérêts des grandes entreprises et en particulier des grandes entreprises allemandes et donc du gouvernement allemand. Et il y a, vous savez, moi je peux être suspecté de germophobie. Hein, j'ai jamais joué sur ce type de ressort très propre à la culture politique française, genre un truc qui me parle pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a sur les questions comme les relations avec la Chine, un problème avec l'Allemagne en Europe. C'est-à-dire que l'Allemagne a tellement de liens avec la Chine qu'en gros, c'est très difficile de convaincre les officiels allemands d'adopter des positions qui peuvent mettre en danger les intérêts de Volkswagen ou de Siemens. Et du coup, il y a une confrontation qui s'opère. Et ce qu'il faut noter, c'est que et la gauche et la droite allemande, les uns parce qu'ils sont une émanation des syndicats allemands et les autres parce qu'ils sont une émanation du patronat allemand, font corps plus ou moins pour défendre les intérêts de Volkswagen et que les seuls allemands qui votent avec moi à chaque fois, c'est les Verts, par contre en Allemagne, parce que eux sont hors de cette politique industrielle allemande spécifique et même ils s'y opposent. Et donc en fait en réalité, grâce aux Verts, on peut avoir des interlocuteurs allemands qui font avancer les choses. C'est pour ça que j'envoie un message. S'il y a des Allemands qui sont dans la salle, il faut vraiment voter pour les Verts aux prochaines élections. Pardon, j'ai jamais dit ça parce que c'est pas censé être mon groupe partenaire, mais tant pis. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Mais il y a cette question-là. Et moi, ce qui me déprime, c'est qu'en fait, la France a beaucoup moins d'intérêt lié à la Chine, mais que quand Angela Merkel dit qu'il faut signer le CAI, Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour se joindre à la visioconférence avec Xi Jinping qui célèbre cet accord. Et j'aimerais juste rappeler alors que on signe cet accord d'investissement avec la Chine au sortir de l'année 2020. Donc c'est un accord qui va faciliter les transferts de capitaux européens vers l'appareil productif chinois. C'est ça, parce que c'est pas l'inverse, ça va se passer dans ce sens-là. Et on signe ça au sortir d'une année 2020 où on s'est subitement rendu compte qu'on savait plus produire de masques, qu'on était dépendant de la Chine pour produire du paracétamol, pour produire du cura pour nos hôpitaux, pour les réa, qu'on avait perdu notre capacité productive et qu'en réalité, on était devenu dépendant en tout point de l'appareil productif chinois. Et là, à la fin de l'année, alors que tous nos dirigeants ont parlé de relocalisation, de stratégie industrielle de rupture, d'autonomie stratégique, de tout ça, à la fin de l'année, on nous dit l'urgence, c'est de signer un accord d'investissement avec la Chine. Et franchement, au-delà même de la question des droits humains et du travail forcé, c'est lunaire comme contradiction par rapport à tous les discours qui nous étaient sortis juste avant. Et ce que je ne m'explique pas, et ça franchement, c'est une question ouverte pour moi, c'est pourquoi, alors qu'il y a beaucoup moins d'intérêts français liés à la Chine et que donc les pressions exercées sur notre pouvoir politique sont beaucoup plus faibles. Angela Merkel, si elle décide d'avoir une politique dure, honnêtement, c'est un tsunami c'est pas des SMS qu'elle reçoit, c'est un tsunami de confrontation avec le patronat allemand. Pourquoi Emmanuel Macron et les ministres soutiennent cet accord d'investissement à ce moment-là et pourquoi ils s'y opposent pas. Enfin, à partir du moment où la France s'y oppose, c'était mort. Donc là, il a fallu que ce soit le Parlement qui s'y oppose. Je sais que certains à Paris, même au gouvernement, étaient très contents qu'on y arrive.
Mais pourquoi ne pas l'assumer, quoi? Pourquoi pas assumer d'avoir une vision politique différente? Pourquoi pas assumer le fait que, oui, il faut réorienter notre politique commerciale. Oui, il faut dépendre moins de la Chine. Oui, il faut produire à nouveau en Europe. Oui, eh bien, il faut être capable, pour des raisons de principe et d'intérêt stratégique, d'entamer un rapport de force avec un régime comme le régime chinois. Justement, dans les questions du public, donc n'hésitez pas si vous voulez en poser davantage. Quelqu'un nous demande, vous avez largement critiqué Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Xi Jinping. Et donc, un spectateur nous demande s'il y a encore peut-être de l'espoir pour 2022, notamment que la question fasse partie des débats ou en tout cas qu'un candidat se prononce clairement à ce sujet. Il y a plus que l'espoir, il y a la certitude que ça fera partie des débats. Et d'ailleurs, ça dépend de vous aussi. Moi, ce que j'ai compris, parce qu'on apprend en marchant. Tout à l'heure, dans l'introduction, on disait il a changé tout. Mais bien sûr, on change tous. Enfin, je veux dire, celui qui change pas est complètement débile. Celui qui pense exactement la même chose à 18 ans et à 40 est con. Il a rien appris, en fait, de ce qu'il a fait. Moi, je suis en train de me passionner pour les questions industrielles parce que j'ai capté quoi que ce soit il y a 5 ans. Franchement, j'étais comme un béotien en politique industrielle, mais en concrètement. Donc, on apprend, et ce que j'ai appris en stratégie de mobilisation, en politique, c'est qu'en fait, vous pouvez imposer n'importe quel débat au centre du débat public. Et donc, si on se mobilise pour poser la question des Ouïghours au cœur de la présidentielle, eh ben, elle sera au cœur de la présidentielle. Et il faut simplement qu'on fasse effet de masse et qu'on montre que, en fait, personne ne peut devenir président de la France s'il ne prend pas une position là-dessus, sur les Ouïghours qui sont parqués dans les camps et sur notre dépendance vis-à-vis de la Chine. Et qu'il le fasse au nom des principes qui sont censés être ceux de la République française et au nom des intérêts de la nation française. Les deux vont ensemble et les deux exigent de nous un changement de politique, là, parce qu'en fait, on va écologiquement dans le mur, socialement dans le mur, et on va manger notre chapeau sur nos principes H24 si ça continue comme ça. Personne ne veut entrer en guerre avec la Chine. Moi, je suis pas dingue. Je sais que ça n'arrivera pas, et tant mieux que ça n'arrive pas. Simplement, entre ne rien faire et la guerre, il y a un espace qui s'appelle la politique, et c'est un espace qu'on refuse d'investir aujourd'hui. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on investisse cet espace-là. Et oui, ça aura un coût. Ça aura un coût. Si on prend des mesures qui bannissent les produits d'esclavage de nos marchés, ou des mesures qui rapatrient les secteurs stratégiques, la production dans les secteurs stratégiques en Europe, ça aura un coût, puisqu'il y aura des contre-mesures du gouvernement chinois. Mais ce coût-là, qui est le coût de la dignité et de la souveraineté, ce coût-là, de toute façon, il faudra le payer un jour. Et dans 10 ans, on devra le payer beaucoup plus. Et on devra payer beaucoup plus cher pour faire ça. Et dans 10 ans, on sera beaucoup plus dépendant qu'on l'est aujourd'hui. Et que donc, le refus de payer le prix de la dignité maintenant, eh bien, engendrera une catastrophe pour l'avenir. Si vous voulez lutter contre le dérèglement climatique, vous ne pouvez pas conserver un système où tout ce qui est produit à des milliers de kilomètres de chez vous coûte infiniment moins cher dans vos étals que ce qui est produit localement. C'est impossible. Il va falloir imposer la taxe carbone. Vous imposez la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, vous allez avoir un conflit avec la Chine. Vous faites le Green Deal. Vous investissez massivement dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, tout est produit en Chine. Vous ne faites pas une stratégie industrielle qui corresponde au Green Deal pour qu'on puisse produire des panneaux solaires ou des batteries dans d'autres pays que la Chine. Vous allez devenir complètement dépendant de la Chine, mais encore beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et si vous voulez encourager des productions qui soient pas chinoises, eh bien, vous allez entrer en conflit avec la Chine à nouveau. Parce qu'en fait, le statu quo, l'absence de règles, favorise tellement le gouvernement chinois que toute mesure que vous allez prendre, même en fait, sans même viser la Chine, pour changer simplement les règles de la globalisation, va mener à une confrontation avec la Chine. Et donc, il faut l'assumer. Il faut l'assumer et il faut être capable d'en payer le prix aujourd'hui parce que ce sera infiniment moindre que dans plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à entendre parce qu'en fait, on a perdu l'habitude d'un monde structuré en rapport de force. On a vraiment cru à cette fable de la fin de l'histoire et de la fin des grands conflits. Enfin, c'était une fable. Et donc maintenant, il va falloir réapprendre au fait que, prendre une décision politique, ça a forcément un coût. Et en fait, si ça n'avait pas de coût de faire fermer les camps, si il n'y avait pas de prix à payer pour relocaliser notre production, tout le monde le ferait, là. Mais Merkel, Macron, tout le monde serait le premier à vouloir le faire. Mais en réalité, ça a un coût.
Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer ce prix ou à payer ce coût? Et ça, c'est vraiment les citoyens qui doivent répondre et les politiques qui doivent à nouveau faire preuve d'un minimum de courage en prenant des décisions qui ont des coûts. Ça rejoint une des questions du public. Chers auditeurs, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous l'indiquer dans le chat. On essaiera d'en prendre un maximum. Il y a nos auditeurs qui vous demandent comment vous auriez fait à la place de Merkel. Est-ce que vous auriez laissé les entreprises allemandes mourir ou est-ce que vous parliez de courage, vous aurez agi différemment? En fait, franchement, il s'agit pas. Déjà, il s'agit de certaines entreprises et si on décide de relocaliser les productions stratégiques, ça va favoriser l'émergence d'autres champions. Ça va favoriser l'émergence et ça va favoriser d'autres entreprises qui, elles, n'ont pas fait le choix de la Chine, par exemple, qui n'ont pas fait le choix de dépendre entièrement de la Chine. Et donc, oui, vous allez léser certaines entreprises et en favoriser d'autres. C'est pas les entreprises allemandes en général. Donc, tout est question de priorité politique. C'est qu'en fait, si on juge que c'est pas très important, on laisse le statu quo et on écoute les intérêts déjà établis. Si on décide que c'est vraiment fondamental, on impose une politique industrielle et commerciale en fonction des intérêts stratégiques définis politiquement. Et donc, on fait émerger des nouveaux champions. Je veux dire, de toute façon, c'est exactement la même question qui se pose sur le dérèglement climatique. Au bout d'un moment, ça va forcément léser des intérêts, cette lutte de la transformation écologique. Tout le monde va pas bondir de joie en disant mais c'est extraordinaire, sinon tout le monde l'aurait fait déjà. Il y a des intérêts qui bénéficient d'un système existant et quand vous faites une transition, eh bien vous lésez certains intérêts mais vous favorisez d'autres. Vous faites favoriser l'émergence d'autres champions ou vous poussez les champions actuels à restructurer leur chaîne de valeur et leur politique pour rester des champions. Mais simplement, du coup, ils doivent dépendre moins de la Chine et faire plus attention à leur empreinte carbone. C'est ça la politique. C'est qu'en fait, vous fixez un cap. C'est pas que vous êtes contre vos entreprises. Même peut-être qu'il faut alléger certaines obligations qui sont faites à nos entreprises, par ailleurs, et favoriser un écosystème meilleur pour la production industrielle. Oui. Donc, en fait, ça peut se transformer en grande politique pro-industrielle. Mais simplement, vous allez changer les règles du jeu. Et moi, je suis pour qu'il y ait des investissements massifs dans la recherche et le développement qui favorisent l'émergence de nouveaux champions ou la conversion des champions existants, mais en réalité, à condition que ça respecte le cap qui est fixé par le politique. Or, on a perdu l'habitude de fixer un cap. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, Mme Merkel, elle pouvait fixer un cap, mais elle a reculé devant l'obstacle. Pourtant, c'est une personne qui, contrairement à Gerhard Schröder, son prédécesseur, n'a aucune passion pour l'argent. Elle va pas finir au bord de Huawei ou de Gazprom. Et en plus, comme elle a grandi en Allemagne de l'Est, je suis sûr qu'elle a une antipathie absolue pour le modèle politique de Xi Jinping ou de Vladimir Poutine. Et pourtant, elle soutient Mordicus, le gazoduc Nord Stream, qui est le grand projet de la Russie et qui vise à asseoir la dépendance énergétique européenne vis-à-vis de la Russie. Et elle soutient Mordicus, le CAI, qui vise à asseoir la dépendance en termes de production de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Et donc là, il y a pour moi, c'est un manque de courage ou c'est un renoncement à ce que peut faire la politique. La politique, ça fixe un cap, quoi. Quand l'État français, par exemple, décide que la production serait nucléaire, c'était une religion en France, c'était une décision politique et qui fixe un cap. Il y a une politique industrielle qui suit. On peut dire que c'était erroné, que ça va pas dans le bon sens. Enfin, je suis pas en train de juger là sur la nature du choix qui a été fait. Je dis il y a un choix qui est fait à un moment, et ben ensuite il y a une politique qui est cohérente derrière de financement, d'organisation industrielle, de production, vers le choix stratégique fait par le pouvoir politique. Ça peut être un choix erroné, ça peut être un choix juste, mais on a perdu l'habitude de ce choix-là en fait. On pense que les choses vont comme elles vont et sont comme elles sont. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Il y a des priorités politiques et donc on peut décider que la priorité politique, c'est de dépendre moins d'un système comme le système chinois. Et un autre spectateur nous demande, notamment, en raison des conflits sino-américains, donc l'Europe se retrouve aussi au centre de ceux-ci. Est-ce qu'il faut alors accueillir l'aide américaine et notamment les mouvements qui commencent à monter contre les Ouïghours, ou alors c'est trop opportuniste?
L'aide américaine, c'est-à-dire? Enfin, les mouvements américains, notamment, il y a des Américains qui commencent à critiquer Biden sur son manque d'action envers les Ouïghours. Ouais, enfin, honnêtement, aujourd'hui, Biden, sont sympas ceux qui le critiquent, mais il en fait toujours plus que nous, au point où on en est là. Donc, moi, je critiquerais la terre entière pour ne pas faire assez pour les Ouïghours. Je commencerai par critiquer les dirigeants européens qui n'ont pas fait le 10e de ce que Biden a annoncé faire. Donc, non, je pense pas qu'il faille accueillir les mouvements qui critiquent Biden, ça c'est sûr. Et je pense d'ailleurs que, en règle générale, il faut qu'on arrive à définir notre politique de manière autonome. Moi, c'est pour ça que je suis pour une défense européenne. Je suis pour qu'on ait une autonomie de décision en Europe. Je pense que pendant trop longtemps, on a dépendu du parapluie américain et du coup, on s'est jamais posé les questions. C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu comme des ados. Pendant 40 ans en Europe, enfin 70 ans d'ailleurs, on a vécu comme des ados en se disant on n'a pas besoin de défense, on n'a pas besoin de sécurité, on n'a pas besoin de penser aux grands problèmes, parce que en fin de compte, si jamais un jour nos voisins nous attaquent ou même pas nos voisins, eh bien il y aura les Américains pour nous défendre. C'est super, on peut faire des manifs contre eux et en plus les appeler au secours. Moi, je pense qu'il faut faire ni l'un ni l'autre, il faut définir une voie européenne, c'est-à-dire qu'il faut être capable de définir de manière autonome ce qu'on veut comme avenir et ce qu'on veut comme Europe. Et donc il faut définir une politique chinoise. Si ensuite on trouve des points d'accord sur une stratégie avec les Américains, bah, faut qu'on négocie d'adulte à adulte, en allié, ce qu'on fait. Mais moi je pense qu'en fait, moi ça me déprime un peu le côté à chaque élection américaine. Je sais pas, je suppose que vous avez fait comme tout le monde, hein, vous avez regardé la télé comme ça pour savoir ce qui se passait, mais dans le Michigan, quoi. On connaît les villes du Michigan. Ouais, dans tel comté, il y a 30 voix d'écart entre Trump et Biden. On a l'impression que c'est l'avenir de la France qu'on dépend, quoi. Il y a un côté complètement pathétique, quoi. Genre, c'est le président des États-Unis, en fait. Donc, on s'est habitué à penser que c'est important pour le monde, parce que c'est la nation la plus puissante du monde, mais mine de rien, j'aimerais bien, moi, qu'on se passionne comme ça pour les élections françaises. J'ai l'impression, en fait, on est plus en stress pour l'élection américaine que pour l'élection française. C'est-à-dire vraiment, moi, je me suis surpris à connaître, mais le détail du vote dans des comtés, jamais j'irais dans ma vie, dans ces comtés du Michigan où les 40 voix d'écart en faveur de Trump, est-ce que machin, les bulletins étaient comptés, je sais pas quoi. En fait, il faut pas ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des relations amicales avec les Américains, c'est pas la question. D'autant plus que Biden, il partage plein d'un agenda de réforme sociale, écolo, qui peut être intéressant. Mais il faudrait qu'on arrive à être autonome. Et pour ça, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir produire chez nous, on doit pouvoir se défendre avec notre armée à nous, et enfin définir de manière autonome notre stratégie politique. Et le premier pôle de cette stratégie dans le monde, c'est forcément la question de notre relation avec la Chine. Parce qu'en fait, c'est plus une question de politique étrangère. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est devenu une question de politique générale, de vision du monde en général. Il y a une telle interdépendance, il y a une telle interconnexion qu'en fait, on vit dans un système globalisé où quand on va faire nos courses à Paris, on peut être complice d'un crime contre l'humanité dans le Xinjiang, à des milliers de kilomètres de chez nous. Et ça, c'est un truc très nouveau, hein. Enfin, c'était pas le cas avant. Avant, il y avait des questions de politique étrangère. Victor Hugo, il fait des grands discours sur les massacrés de Grèce ou de Serbie, mais ça semblait très loin. Et là, quand on va pas se comparer personne à Hugo, mais quand on fait un discours sur les Ouïghours, en réalité, c'est en bas de chez vous, c'est dans votre magasin. Pour tous ces sujets, on sent que vous appelez aussi beaucoup à la prise de conscience des consommateurs. Vous êtes énormément suivi sur les réseaux sociaux. Vous interpellez régulièrement votre base sur ces sujets. Que faire de plus? Comment nous, à notre échelle, vous parlez beaucoup de nos auditeurs sont étudiants en école de commerce ou en formation supérieure. Est-ce que vous avez un message concret à délivrer? Prendre conscience de ce que vous disiez sur les jeux de pouvoir, mais aussi sur ces Ouïghours qui sont persécutés. Pour moi, la leçon de nos mobilisations, c'est qu'en fait, vous avez du pouvoir. On a du pouvoir collectivement, mais vous avez du pouvoir, y compris sur des grandes multinationales qui font partie de votre quotidien. Parce qu'en fait, il y a un truc mais ça, moi, on n'a pas pensé avant de le faire. C'est-à-dire qu'on s'engage pour les Ouïghours parce qu'ils sont dans des camps. Ensuite, on voit qu'il y a une liste
de 83 multinationales qui sont connectées à la réduction en esclavage des Ouïghours, c'est-à-dire concrètement que les fournisseurs de marques comme Zara, Nike et d'autres exploitent des esclaves ouïghours, sont liés au système concentrationnaire chinois, s'approvisionnent dans ce système concentrationnaire chinois et ensuite fournissent des chemises à Zara et des chemises et des chaussures à Nike. Et ensuite, Nike les vend. En fait, Nike et Zara font rien dans leur vie, à part faire du design et de la com. Mais ils produisent pas. C'est pas Nike et Zara qui produisent. C'est des fournisseurs chinois. Et donc, dans ces campagnes, on a compris en fait la force des jeunes, parce qu'en réalité, le business model de Nike et Zara repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la recherche du coût de production le plus bas. Et donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent avec des fournisseurs chinois qui emploient des esclaves. Parce que là, au niveau coût de production, franchement, ça va être compliqué à battre. Et de l'autre côté, leur business model repose sur l'image de marque. Vous avez envie d'acheter Zara parce que ça vous donne envie. Parce que il y a une marque qui vous éveille votre désir. Vous pensez qu'il faut porter du Nike parce que le modèle est beau, parce que machin, parce qu'en plus Jordan le porte. Enfin, le Jordan, c'est, désolé, je suis un peu vieux, mais les LeBron James, machin, ça. Et donc tout ça fait que les 2 piliers entrent en contradiction fatalement, parce que l'image de marque, les mecs, ils vont pas faire des clips en expliquant qu'ils exploitent des esclaves. Ils vont au contraire faire des clips Black Lives Matter, contre l'esclavage, pour l'égalité, tout ça, et la dignité humaine. Et donc, cette contradiction, elle ne devient un problème pour les marques que si elle apparaît sur la place publique. Et là, c'est incroyable la puissance que vous avez, parce qu'en fait, comme vous êtes le public cible de ces marques, si tout d'un coup vous vous mettez à les interpeller en disant mais qu'est-ce que vous foutez avec l'esclavage, libérez les Ouïghours, je vous boycotte si vous continuez et ça, ben c'est la panique. Nous, quand on a vu les gens d'Adidas, de Lacoste, ils sont paniqués par vos réactions. Et donc, en réalité, vous avez du pouvoir. Donc, interpeller ces marques, les marques qui sont encore liées à l'esclavage, qui ont refusé de s'engager à cesser toute coopération avec leurs fournisseurs chinois esclavagistes, interpellez-les, mettez ça sur la place publique et vous avez un impact. Après, la seule manière de vraiment transformer le système et de faire en sorte que ces chaînes de production, ces chaînes de valeur de ces multinationales soient complètement libérées de la présence de l'esclavage ou des violations des droits humains, environnementaux, sociaux, c'est une législation. Et moi, je suis rapporteur pour la Commission des droits humains sur le projet de législation sur le devoir de vigilance des entreprises à l'échelle européenne. Et ça, c'est, à mon avis, la grande transformation de la globalisation qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'en gros, on rendra responsable juridiquement Zara et Nike de l'ensemble de leur chaîne de valeur et toutes les multinationales de l'ensemble de leur chaîne de valeur. Aujourd'hui, elles ne produisent rien, donc elles ne sont responsables de rien. Zara, s'il y a des violations des droits humains sur la chaîne de valeur, elle n'est responsable de rien, c'est la responsabilité du fournisseur chinois. Et donc là, l'idée, c'est de dire, vous serez responsable de tout. Tout ce qui permet de faire une chemise Zara, vous en serez responsable. Et ça changera forcément, mais l'organisation même de la globalisation. Si le plus grand marché du monde, qui est le marché européen, impose cette norme-là, ensuite, vous allez avoir une restructuration des chaînes de production. Ils vont quitter même la région des Ouïghours, ils vont quitter la Chine, peut-être, s'il n'y a pas de changement en Chine sur le travail forcé, parce que quel boss d'une multinationale veut se retrouver devant une cour de justice en Europe parce qu'il y a de l'esclavage chez ses fournisseurs en Chine? Et ça, voilà, en poussant pour ce type de projet, on a obtenu une majorité au Parlement européen, mais c'est que le début du chemin. Là, on peut avoir vraiment un impact à la fois sur les Ouïghours pour faire fermer les camps et mettre fin à leur réduction d'esclavage, et sur la globalisation. Vous parlez du début du chemin. Est-ce qu'il y a déjà des prochaines étapes, des prochaines résolutions qui peuvent être adoptées? Comment vous voyez les choses à l'échelle politique européenne, vous, en tant que député européen? Dans une semaine, moi, ce que je veux, c'est que le Parlement vote une résolution qui tue le CAI, donc l'accord d'investissement avec la Chine, en disant que tant qu'il y a des sanctions chinoises sur le Parlement européen, on ne débattra même pas du sujet. Et donc, ça veut dire que c'est repoussé au calendrier grec. Ensuite, à l'été, en juillet, normalement, la Commission doit proposer une directive sur le devoir de vigilance des entreprises. En gros, elle doit reprendre le texte qu'on a fait au Parlement
et en proposer une version directement, une législation. Et donc, ça, c'est une étape fondamentale parce qu'en fait, s'ils reprennent ce qu'on a fait au Parlement, c'est gagné. Le problème, c'est qu'entre-temps, la Commission, elle va interagir avec 12 000 lobbies de multinationales et que donc, on va devoir entrer en conflit si jamais il y a le moindre changement par rapport à ce que nous, on a demandé au Parlement et écrit au Parlement. Donc ça, c'est vraiment un truc, pour moi, fondamental parce que c'est faire entrer les droits humains dans le concret, là, dans le business. Enfin, c'est pas juste une pétition de principe. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est obtenir la seule mesure qui, à mon avis, fera réfléchir le gouvernement chinois et peut le faire changer d'avis et de politique, c'est le bannissement des produits de l'esclavage de nos marchés. C'est en fait que les douanes européennes puissent saisir les produits qui sont fabriqués avec l'esclavage des Ouïghours. Et ça, c'est une mesure qui est extrêmement compliquée à imposer à l'échelle européenne parce qu'en fait, il y a trop d'intérêts en jeu. Justement, si à l'échelle européenne... Allez expliquer au gouvernement espagnol qu'il va falloir faire ça alors que Zara en bénéficie. Donc, vous voyez, le gouvernement espagnol saisit les biens de Zara. Mais justement, si à l'échelle européenne, c'est très compliqué, est-ce qu'on peut imaginer un rapport de force France-Chine à ce moment-là, en dehors de l'Union européenne? Non, par contre, non, parce que la France seule face à la Chine, là-dessus, Emmanuel Macron, quand il répond, c'est un peu une manière de fuir. Quand il dit, non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça se décide à l'échelle européenne. Il a quand même raison. C'est-à-dire que France seule face à la Chine, on n'aura pas un impact direct. Par contre, moi, ce que je leur reproche, c'est de pas faire assez à l'échelle européenne pour changer, pour imposer un rapport de force avec la Chine à l'échelle européenne. C'est-à-dire que ça doit se faire à l'échelle européenne, ça peut se faire à l'échelle européenne, mais pour ça, il faut que la France fasse pression, qu'elle fasse contrepoids à l'Allemagne et qu'elle impose. Elle sera soutenue par une majorité de pays. Il y a une majorité large au Parlement, mais ensuite une majorité de pays qui sont d'accord avec ça. Mais il n'y a pas de leadership et il n'y a pas de volonté française de le faire. Et c'est ça, moi, mon problème, c'est qu'en plus, franchement, ça nous coûterait un peu, mais ça ne nous coûterait pas grand-chose et ça nous rapporterait énormément. Donc, même notre intérêt en tant que français, ça serait de porter cette politique. Et ça suppose juste le courage de rentrer en confrontation avec certains intérêts allemands et ensuite d'assumer le coût politique dans des relations avec la Chine. Ils vont pas adorer. Macron sera humilié H24 et traîné dans la boue. Mais c'est pas très grave. Moi, je survis au fait de traîner dans la boue par les médias chinois. C'est pas très. Et ça permettrait de fixer un cap à l'Europe. Et aujourd'hui, on souffre de ça. Et en particulier, si les Verts gagnent les élections en Allemagne, ce cap, c'est tout à fait possible de le fixer, là, vraiment. Et ce cap, c'est celui d'une souveraineté retrouvée. Hein, c'est c'est le même cap qui est nécessaire pour la transformation écologique. C'est le même cap qui est nécessaire pour le retour d'une capacité productive en Europe, une capacité industrielle. On peut pas être un continent de consommateurs juste. Enfin, les gens, ils peuvent pas se réduire à la dimension consommatrice de leur existence. Ils ont besoin de produire, ils ont besoin de décider de manière souveraine, autonome, libre. Et c'est ça la vie humaine. C'est pas juste attendre qu'on nous gave comme des oies de produits made in China les moins chers possibles. Merci. On arrive à la fin de cette intervention. Donc, on voulait savoir si vous aviez un dernier mot, si vous vouliez conclure avec quelque chose en particulier. Je veux conclure sur un truc un peu optimiste, parce que, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que mon discours, quand je m'écoute, je me dis, merde, on va tous se tirer une balle en sortant. Non, mais on a un tournant et on a la capacité de changer les choses et moi, la grande bonne nouvelle d'une année qui, par ailleurs, était sinistre sur bien des aspects, et en particulier pour vous, parce que avoir 20 ans dans cette société, c'est vraiment pas un cadeau ultime en temps de pandémie et de confinement, et qu'en plus, tous ceux qui avaient besoin de bosser à côté pour financer leurs études, ils étaient dans la dèche totale, et il y a eu une sorte de coupure de toute forme de relation sociale qui a dû être horrible à vivre. Donc voilà, je suis reparti dans le sinistre. En fait, je m'en referai jamais, À chaque fois que je parle, je vais déprimer tout le monde. Mais la grande et bonne nouvelle de cette année, c'est qu'en fait, pour un peuple à des milliers de kilomètres de chez nous, il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont mobilisés et qui ont imposé dans le débat public un sujet qui était complètement passé à l'as. Qui ont dit, ça pour nous, c'est central, en fait.
Et c'est ça qui a obligé et les marques à changer, et certaines marques à changer leur chaîne de valeur, et des députés à l'Assemblée nationale qu'on en avait strictement rien à foutre 6 mois avant. Hein. Enfin, faut le dire, moi, quand j'ai décidé de commencer à me mobiliser, c'était septembre 2019, après avoir rencontré des gens des rescapés ouïghours. Les premiers politiques que j'ai appelés, hein, c'était pas des plus loin de moi. Hein. Qui va s'intéresser aux Ouïghours? C'était leur réaction. Donc, ils en avaient strictement rien à faire. Et ben, c'est parce qu'il y a des jeunes qui sont mobilisés sur les réseaux sociaux que le sujet est venu à l'Assemblée nationale, que le président de la République a été obligé d'en parler, alors qu'il en avait strictement rien à faire du jeu aussi. Et que donc, vous avez du pouvoir. Et en plus, vous avez du pouvoir pour quelque chose d'ultra noble, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez montré que les enfants de 1789, c'était vous. Qu'en France, ça voulait encore dire quelque chose, se mobiliser pour les droits humains et pour quelque chose d'au-delà de nos intérêts immédiats, même si ça rencontre nos intérêts à long terme. Et donc ça, c'est une super nouvelle. C'est-à-dire que là-dessus, on peut reconstruire une société politique différente. Et donc moi, je suis convaincu qu'en fait, vous avez l'énergie, il y a l'énergie pour changer les choses et le faire en plus avec le sourire. Quoi. Enfin, je sais pas, parce que c'est beau en fait cet engagement. C'est beau, l'acte politique gratuit, il est beau. Et retrouver ce goût-là, c'est bien, ça sort des tambouilles de la gauche française, c'est cool. Merci, j'espère aussi. Merci beaucoup Raphaël Glucksmann d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. À tous les auditeurs et à tous ceux qui ont pu poser des questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page forum pour être au courant de nos prochaines actualités. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.